parle souvent de la VAE comme d'une démarche très structurée. Un référentiel, un dossier à rédiger, un oral à préparer. Et tout cela est vrai. Mais derrière cette mécanique, il y a toujours une personne, avec son parcours, ses ressources, ses doutes, ses éventuels blocages face à l'écriture, et sa manière bien à elle d'entrer dans ce travail d'analyse. Alors, comment accompagne-t-on réellement quelqu'un dans ce cheminement ? Comment trouver la juste posture ? Comment s'adapter à chaque candidat ? Et comment penser l'accompagnement, qu'il soit individuel ou collectif, pour qu'il soutienne véritablement l'engagement ? Bonjour, je suis Anne Bérangère, architecte accompagnatrice de parcours en VAE. J'accompagne des professionnels à transformer leur expérience en certification avec un cadre structuré, exigeant et profondément humain. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Kenzler. Elle est ES de métier, a travaillé dans un IME et en MEX. Elle a également travaillé avec Delphine Delosier, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir dans un numéro de ce podcast. C'est Delphine qui lui suggère de devenir formatrice pour adultes. Lors d'un projet personnel, elle se reconvertit pour devenir formatrice et accompagner des VAE, notamment moniteurs éducateurs et aides-soignantes. Elle avait découvert la VAE bien avant cela, il y a environ une quinzaine d'années, avec une amie qui justement effectuait un parcours VAE pour devenir ES et lui avait demandé de l'aide pour son dossier. Avec Sandrine, nous avons parlé de personnalisation, de posture professionnelle, de découragement, mais aussi de ce que peuvent apporter, chacun à leur manière, les accompagnements individuels et collectifs. Un échange riche, profondément humain, qui interroge ce qui fait la qualité d'un accompagnement. Bonne écoute. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui, d'après vous, est essentiel dans votre rôle d'accompagnatrice ? Pour moi, le plus important, en fait, ça va être la personnalisation. C'est-à-dire que j'ai face à moi des personnes qui ont un vécu professionnel, mais pas que. Il y a aussi tout un parcours derrière, toute une réflexion, tout un vécu personnel. Et pour le coup, j'essaye vraiment de m'adapter à ça, c'est vraiment d'aller les accueillir tels qu'ils sont, avec toute la réflexion qu'il y a eu derrière, avec les expériences, avec aussi parce que notamment ça va être un gros travail d'écriture et on a tendance à retrouver parfois aussi certains blocages qu'ils ont pu vivre au niveau scolaire et du coup j'essaie vraiment de prendre tout ça en considération pour m'adapter à cette personne-là. Donc ça veut dire que vraiment je peux pas dire que je fais toujours pareil. Voilà. Donc Oui. c'est vraiment une adaptation totale à la personne. Et comme j'ai face à moi un individu à part entière, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'être dans le respect. Voilà, le respect de ce qu'il dit, de ce qu'il vit. Voilà, c'est vraiment pour moi le grand point important dans l'accompagnement. D'accord. Ok. Et donc, si vous aviez face à vous, non pas un candidat, mais une future accompagnatrice, quel conseil est-ce que vous donneriez à cette personne ? Honnêtement, je lui dirais de créer des outils parce que Oui. en fait, lorsqu'on est avec les candidats, qu'on les accompagne, il y a énormément d'échanges. Comme on est sur quelque chose qui est dynamique, ils saisissent bien sur le moment. Ils saisissent bien tout ce qui s'échange, ce qu'on leur demande. Mais une fois que l'entretien il est terminé, qu'ils se retrouvent seuls devant leur feuille, en fait, c'est comme si des fois ils avaient des trous noirs. Et ils me le disent, après ils me disent, mais j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, Sandrine, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et en fait, pour le coup, d'avoir des outils, pour moi, ça vient enrichir l'entretien. Ça vient leur donner un peu des bases, des supports, des tuteurs pour qu'ils aient pas l'impression de pas trop savoir par où commencer, comment développer. Donc voilà, pour vraiment, ça c'est quelque chose qui en plus peut se préparer vraiment en amont avant même de commencer des accompagnements, de se dire je vais me créer des outils
pour que lorsque je ne suis pas avec eux, ce soit pas panique à bord et qu'ils puissent se débrouiller, être autonomes, sans oser, parce que ça m'est arrivé d'avoir des candidats qui finalement n'osent pas écrire quand je suis pas là. Donc, c'est quand même problématique. Voilà. Et alors, quand vous parlez d'outils, vous avez en tête plutôt des outils, on va dire, méthodologiques ou aussi des outils professionnels ou pourquoi pas des lectures, des choses comme ça? Alors ça peut être effectivement des lectures. Il m'arrive notamment quand je tombe sur, alors que ce soit par exemple un podcast ou que je tombe sur une émission ou sur un article, de le partager. Voilà. Là dernièrement, j'ai pas mal partagé avec des personnes qui sont en MEX des formations qui sont arrivées sur des MOOC. Voilà. Donc par exemple, ça c'est des choses que je partage. Vous voyez aussi y avoir toute une série de cycles de conférences là, notamment sur le droit, la parentalité. Donc des choses qui sont intéressantes et dont on parle pas forcément au quotidien sur le terrain. Donc voilà. Donc ça peut être des choses comme ça. Mais après, j'ai aussi créé parfois, avec des smart art, des choses comme ça, en fait, du visuel, en fait, pour qu'ils arrivent à se structurer dans leur écrit. Voilà. D'accord, ok. Et est-ce que vous diriez que votre propre parcours, à vous, influence votre façon d'accompagner? Oui, parce que pour le coup, en fait, c'est vrai que la toute première fois que j'ai été confrontée à de la VAE, je me suis retrouvée devant un livret, c'était il y a une quinzaine d'années, je me suis retrouvée devant un livret, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, je me suis retrouvée devant un référentiel, je me suis dit, mais en fait, même avec un référentiel et le livret, je me dis, mais c'est pas possible, je comprends pas ce qu'ils veulent. Et en fait, j'avais un traducteur de l'éducation nationale qui, pour le coup, m'a expliqué un peu. Et pour le coup, ça, je l'ai gardé en tête, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de vulgariser au maximum pour qu'ils se retrouvent pas face à des consignes qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Donc, mon objectif, c'est vraiment toujours de simplifier autant que possible ce qu'on attend d'eux. Et c'est en ça aussi où, pour le coup, les supports servent, parce que là, je vais mettre juste quelques mots, mais quelques mots que je vais avoir réajustés à leur poste, à leur pratique, à leur métier, en fait. Donc oui, pour le coup, mon parcours, en tout cas, ma première rencontre avec la VAE, déjà m'a tout à fait influencée. Et puis après, je trouve aussi que pour le coup, moi je suis éducatrice spécialisée à la base, donc j'ai au cours de mon expérience rencontré des collègues, rencontré des stagiaires du travail social, des familles, des enfants, et pour le coup, je pense qu'on garde toujours cette notion d'accompagnement, quoi qu'on fasse, de se dire, est-ce que j'ai bien compris ce qu'ils voulaient? Est-ce que j'ai compris la demande sous-jacente? Est-ce que j'ai bien tous les tenants, tous les aboutissants, ou est-ce que finalement il me manque des éléments pour être sûr de bien répondre à son besoin? Donc oui, parce que je vais sans arrêt re-questionner, vérifier que j'ai bien compris, aller pousser la réflexion aussi. Donc oui, je suis forcément influencée par mon expérience. Ok. Alors, au niveau du parcours d'un candidat, comme c'est quand même à la fois un parcours long mais qui passe très vite, il y a sans doute des moments plus difficiles que d'autres pour le candidat. Comment est-ce que vous, en tant qu'accompagnatrice, vous arrivez un peu à repérer qu'un candidat a plus de mal ou qu'il décroche un peu? Bon, en général, le premier repère, c'est quand il n'y a pas suffisamment d'écrits qui sont produits entre deux sessions. Souvent ça, c'est très symptomatique. Un candidat qui sait pas par où commencer, qui peut dire j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu, j'ai eu des imprévus, voilà. Et parce que pour le coup, je remarque en tout cas, et là je pense que c'est des petits restes aussi de ce qu'on a vécu parfois à l'école. Ils ont l'impression qu'ils doivent me rendre des comptes, alors que c'est leur parcours pour le coup, c'est leur investissement, c'est leur démarche. Donc j'ai envie de dire, ils n'ont pas de compte à me rendre en tant que tel. Donc c'est vrai que quand ils arrivent sur des sessions où ils me disent voilà, j'ai pas écrit en intercession, j'ai pas eu le temps, j'ai eu un problème ici, j'ai eu un problème là, bon, je sais que là déjà il y a un souci, parce que les candidats, lorsqu'ils sont vraiment dans cette dynamique d'écrire, de produire, qui sont encore motivés, ils arrivent à s'accorder du temps. Voilà. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que la VAE, c'est quelque chose qui peut vite être mis de côté
lorsqu'on a des aléas dans la vie. Ça, c'est une réalité. Oui, oui. Après, j'ai déjà repéré aussi des pertes de qualité dans l'écrit. Mhm. Voilà, ça c'est déjà arrivé, où j'ai un candidat qui au début structure bien ses phrases, voilà, cherche vraiment à bien expliciter ce qu'il fait. Puis tout d'un coup, voilà, je sens, c'est pas relu avant d'être envoyé, ça arrive, c'est plein de fautes, c'est pas structuré. Bon là, je me dis que c'est un passage à un moment donné où je sens qu'en fait il a besoin de s'en débarrasser. Voilà, en gros c'est bon, j'ai fait, je me débarrasse, je renvoie ça comme ça. Bon, là je me dis c'est pareil à ce moment-là, je sens que bon, ça commence à fatiguer et à décrocher. Et puis après la grosse différence que je peux avoir aussi, c'est que pour le coup, moi, alors je suis pas architecte de parcours, je suis uniquement accompagnatrice. Donc, ce qui veut dire que tout le travail en amont, je le fais pas sur le dossier de faisabilité, enfin, sauf très très rarement avec un OF quand c'est de la VAE collective, mais sinon, j'arrive toujours après sur l'accompagnement. Et là, en fait, je peux avoir des candidats qui, clairement, dès le début, ne s'investissent pas. Oui. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. Parce Ah. que, comme j'ai pas vu tout ce qui s'est passé en amont, j'ai beau en échanger avec eux, j'ai l'impression que le travail d'information a été fait, qu'ils savaient que ce serait prenant, que ce serait un important travail, et pourtant, bah, j'ai des absences à des visios, des gens qui répondent plus aux mails, qui produisent pas du tout, voilà. Donc ça, c'est donc là, j'arrive pas trop à savoir si c'est un décrochage ou si c'est un non-investissement d'entrée de jeu. Mais oui, ça a pu aussi arriver. D'accord. Et est-ce que vous avez un exemple d'un ou une candidate, hein, peu importe, qui a décroché, où vous avez senti que ça commençait un peu à prendre, entre guillemets, une mauvaise pente à nous raconter? Oui. Alors j'ai eu une candidate tout récemment, hein, parce on a déposé son livret il y a 1 mois et demi à peu près. Alors pour le coup, c'était une candidate qui se retrouvait, donc qui avait demandé à faire son accompagnement en visio. Voilà, donc c'était pas du présentiel, c'était de la visio, parce qu'en fait, elle avait déjà, donc c'était une aide-soignante, en fait, elle avait déjà présenté son livret, elle n'avait absolument rien validé, mais elle disait, voilà, moi, la visio, c'est possible, j'ai un ordinateur, j'ai réussi à me débrouiller la première fois, donc j'y arriverai. Sauf que le fait est que c'était une personne qui avait d'importantes difficultés avec l'informatique, donc par exemple, qui ne savait pas faire des copier-coller, donc autant vous dire que quand vous êtes en visio, c'est compliqué. Que du coup, elle s'arrachait les cheveux. Plusieurs fois, elle a effacé son travail. Elle savait pas ce qu'elle avait fait. Elle retrouvait pas le bon écrit. Donc, en fait, il y a eu des fois, elle a dû réécrire ce qu'elle avait fait. Donc là, ça a été compliqué. Oui. En plus, une personne qui avait une dyslexie. Donc, ce qui veut dire que écrire, en plus, c'était difficile. Donc, ce qui fait que quels que soient les outils que je lui proposais, comme par exemple d'avoir des dictaphones, des choses comme ça, enfin voilà, sur ordi, et ben en fait, elle pouvait pas s'en servir parce qu'elle savait pas faire les copier-coller, elle savait pas redonner, enfin voilà, donc c'était très très compliqué. Donc c'est vrai qu'elle s'est découragée, si bien que sur les 2 derniers mois, en fait, quand elle m'envoyait ses écrits, c'était bon, bah c'est bon, maintenant on dépose le livret. Elle dit c'est bon, je mets plus le nez dedans. Oui, enfin sauf qu'elle répondait pas aux consignes. Voilà. Donc ça a été un travail important à un moment donné pour vraiment la remonter, en lui disant qu'elle avait déjà passé des mois en fait à travailler dessus et qu'elle pouvait pas en fait saccager son travail sur le dernier mois, alors que c'était vraiment le dernier, c'était le petit sprint final, quoi, et que c'était pas possible qu'elle aille saccager 11 mois de travail, voilà, au dernier moment, alors qu'il lui restait plus que 2-3 trucs à écrire. Donc on a réussi à rattraper, mais ça a nécessité énormément de présence, en fait. Voilà. Oui. Pour pas la lâcher, il fallait vraiment être tout le temps là et puis vraiment du coup lui faire tout ce travail de mise en page, de recorrection, de lecture, d'insertion d'annexes. Il fallait tout faire en fait, parce que sinon elle aurait abandonné, elle aurait déposé ça et l'oral, ça faisait tout de suite mauvaise impression. En fait, c'était pas possible. D'accord. Alors justement, quand vous sentez des candidats qui décrochent un petit peu, est-ce que vous avez des astuces, des stratégies pour l'aider, ce candidat ou cette candidate, à retrouver un peu de l'énergie ou du sens peut-être à son parcours? Alors oui, j'ai des petites stratégies. Alors déjà, toujours quand je sens un candidat décrocher, je vais déjà aller vérifier si mon impression elle est bonne. Parce que des fois, je peux être complètement à côté de la plaque, c'est tout à fait possible parce que ça reste mon interprétation et qu'elle n'est pas forcément juste. Donc voilà, je vais la vérifier.
Après, ça va dépendre de ce qui se passe pour le candidat. Soit j'ai un candidat qui finalement ne sait plus trop comment s'y prendre, et dans ce cas, je lui propose parfois qu'on rédige un petit bout ensemble, c'est-à-dire que la séance, elle serve à ça. Comme ça permet des fois de les redynamiser et de leur mettre un peu le tremplin. Mais ça m'est arrivé aussi, par exemple, avec une candidate, pareil, qui n'en pouvait plus. Je lui ai dit, écoutez, là, vous faites un vrai break. On fera un break de 15 jours, et pendant 15 jours, vous ne pensez plus VAE, vous ne vivez plus VAE. Voilà, c'est un vrai break où vous voyez vos amis, vous faites ce que vous aimez. Voilà, donc ça m'est déjà arrivé aussi de proposer un vrai break, parce que c'est une réalité. Hein. Vous disiez, c'est un parcours qui est long, c'est vrai. Mais au-delà des temps d'écriture ou des séances, il y a aussi le fait que c'est sans arrêt dans la tête des gens. Ouais. Sans arrêt. Et ce qui veut dire qu'en fait, ils n'ont pas de vrai temps où ils peuvent décompresser de la VAE quand ils sont en fait dans cette dynamique de parcours. Oui. Oui, ça occupe l'esprit, même en Tout vacances. Oui, ouais. ils l'ont tout le temps en tête, parce que même, moi, ça m'est arrivé d'échanger avec des candidats qui disaient, bah oui, là, on s'est fait un petit week-end, mais elle dit, j'y pensais. Je me disais, ah là là, oui, mais alors je vais avoir ça à écrire en rentrant. Donc on voit bien, en fait, ça décroche pas complètement. Ils n'y arrivent pas. Donc après, ce que je peux aussi leur proposer parfois, c'est de se planifier des créneaux dans leur agenda. Parce qu'en fait, déjà de voir le créneau apparaître, ça commence à les préparer mentalement, à se dire, tiens, là, il va falloir que je me pose pour travailler. Et puis, ça permet aussi de dire, je pose juste un créneau d'1 heure, 1h30, voilà. Et non pas de se faire des fois, moi j'avais des candidats qui me disent, mais j'y suis de 8h du matin à 19h le soir. Je vois pas comment on peut être productif comme ça, parce que du coup, ils se mettaient des coups de pression. Alors je dis, vous êtes mieux à travailler une petite heure par-ci par-là, plutôt que d'aller vous faire une journée entière qui finalement vient les écœurer. Parce que ils ont tellement eu le cerveau qui a mouliné dans tous les sens que, en fait, ils se découragent. Donc voilà, des astuces comme ça de morceler un peu, de faire étape par étape, de pas voir tout l'ensemble d'un coup. C'est ce qui peut aider aussi à remotiver. Oui. Et alors, il faut du coup trouver un équilibre entre j'essaye de relancer le candidat, mais sans non plus trop lui mettre de pression. Du coup, ça, côté accompagnateur, comment on gère ça? Ouf, comment on peut ça va être aussi lié à la relation qu'on a nouée avec le candidat. Oui. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vrai qu'on apprend à se connaître au fil du temps. Et on peut remarquer ce à quoi le candidat va être plus réceptif. Oui. Donc j'en ai certains, juste où je relance, voilà, vous deviez m'envoyer un écrit à telle date. Bon, c'était il y a une semaine. Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous allez m'envoyer quelque chose? Où en êtes-vous? Est-ce que tout va bien? Voilà. Après, j'ai des candidats, je sais que ça sert à rien que je relance, parce que concrètement, que je relance ou pas, ils envoient pas, et voire même ils répondent pas aux mails. Donc il y en a aussi. Après, moi, je garde en tête qu'ils ont quand même des contraintes à côté, et que j'ai pas toutes ces informations-là. Donc effectivement, c'est juste me rappeler un peu à leur bon souvenir, en disant voilà, je suis là, on va bientôt se revoir, est-ce qu'on va avoir des choses à corriger ensemble? Et puis je garde en tête aussi que à un moment donné, ce sont quand même des gens qui sont en poste, des adultes, qui ont des responsabilités au quotidien, et pour ma part, je pense qu'ils doivent être responsables aussi de leur VAE. C'est-à-dire que à un moment donné, s'ils n'écrivent pas, et c'est ce que je leur dis, c'est que l'accompagnement va toucher à la fin, et en fait, ils ne se seront pas servis en fait de cet accompagnement qu'ils ont payé quand même pour écrire leur livret. Donc voilà, moi souvent je rappelle un peu ça, c'est-à-dire que la conséquence, c'est qu'à un moment donné, ils vont se retrouver à finir leur livret tout seuls, parce que l'accompagnement arrivera à sa fin. Oui, d'accord. Et est-ce que, au fur et à mesure des expériences, des accompagnements, vous diriez que votre manière de relancer le candidat a changé? Alors c'est vrai que pour le coup, j'ai assez peu de recul, parce que ça fait que 2 ans, je commence que ma 3e année. Est-ce que ma façon de relancer a changé? Alors, peut-être pas trop sur ma façon de faire, mais en tout cas sur ma façon de le ressentir. D'accord.
Parce que c'est vrai que avant, je me posais toujours la question de me dire, mais finalement, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je fais assez? Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse plus? Mais comme je vous dis, hein, c'est que pour le coup, à un moment donné, je les remets aussi en position de responsabilité, c'est-à-dire que c'est leur démarche, c'est leur chemin, et que comme dans une relation, hein, souvent je fais le parallèle, hein, je fais que ce soit dans une relation éducative ou dans une relation soignant-soigné, je dis vous faites votre part, c'est-à-dire que vous tendez la main, vous donnez les outils. Si en face la personne elle ne saisit pas, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc je leur rappelle que voilà, soit ils saisissent et ils peuvent du coup constituer leur livret et le rendre, soit ils ne saisissent pas et voilà, la conséquence elle est que bah, l'accompagnement se termine et voilà, ils sont pas allés au bout quoi. Ouais. Et c'est D'accord. beaucoup plus dur. Ah bah oui. C'est beaucoup plus difficile de se retrouver seul avec son livret. C'est beaucoup plus difficile. Après, donc, ce que j'ai peut-être, pardon. Allez-y, Après, allez-y. ce qui a peut-être varié, je dirais, c'est que avant, j'avais peut-être un peu cette impression que comme j'étais l'accompagnatrice, c'était mon devoir d'être toujours celle qui allait finalement dynamiser. Et pour le coup, j'ai pas mal fait, là, notamment depuis un peu plus d'1 an, de la VAE collective. C'est-à-dire ce sont des employeurs qui forment plusieurs professionnels. Et donc, quand je vois vraiment que ça peut être compliqué, des fois, je leur dis échangez avec vos collègues. Certaines de vos collègues ont compris ce qu'on attendait, notamment, je pense aux aides-soignants. Elles ont compris ce qu'on attendait dans telle ou telle activité. Demandez-leur de vous expliquer. Et des fois, je me dis que le principe du tutorat, que ce soit expliqué par une consoeur, c'est plus facile. Voilà, que quand c'est l'accompagnatrice, voilà, je me dis que c'est voilà. Donc c'est quelque chose que j'utilise plus maintenant que j'utilisais pas forcément au départ. Voilà. D'accord. Pour redynamiser, de les appuyer sur leurs collègues ou sur l'infirmière aussi, dire allez échanger avec l'infirmière. Voilà, ça va vous donner des billes aussi sur ce qu'on attend de vous. Oui. Et alors justement, comme vous faites de l'accompagnement à la fois collectif et individuel, si j'ai bien compris, Oui. quel point fort, pardon, vous donneriez à l'accompagnement collectif et à l'accompagnement individuel, si on devait un peu les comparer? Bah, l'accompagnement collectif, mine de rien, il permet une entraide. Il permet des échanges. Il permet de se nourrir aussi des situations que les autres évoquent, où du coup, dans leur tête, ils font des liens. Ça, c'est vraiment quelque chose, tous, hein, à chaque fois, ils le disent, ah, c'est bien qu'on puisse échanger, parce que du coup, d'entendre d'autres de parler de leur pratique, ça me fait penser que moi aussi, je fais ci, moi aussi, je fais ça. Donc ouais, c'est quelque chose qui est très intéressant sur le collectif. Et puis, parce que aussi, en dehors des séances, du coup, elles peuvent échanger avec des personnes qui savent ce qu'elles traversent. Oui. Parce que lorsqu'on est seul face à sa VAE, même si les collègues sont tout à fait ouverts à la discussion, ils sont pas en train de traverser ce qu'elles traversent. Et donc, même si ils ont l'impression de comprendre, dans la réalité, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte des heures qui sont passées à écrire des situations, à devoir décortiquer, retravailler, envoyer son travail, voir que ça arrive avec plein de commentaires. Enfin, des fois, ils me disent, waouh, quand j'ai vu tous les commentaires, je me suis demandé si j'allais y arriver. Mais oui, parce que j'essaye d'être très, très précise, surtout quand je vois qu'ils ont du mal à écrire. J'essaye d'être la plus précise possible pour, voilà, pour leur permettre de débloquer et que la fois d'après, ce soit bon. Ouais. Donc oui, il y a vraiment une notion d'entraide sur le collectif. Ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment essentiel. Et alors, du coup, les points forts de l'individuel? Alors, les points forts de l'individuel, moi je le retrouve beaucoup avec des personnes qui ont une certaine assurance. C'est-à-dire que du coup, elles peuvent envoyer à leur rythme et ne pas être potentiellement freinées par ceux qui ont un peu plus de mal, qui ont besoin de plus d'explications. Donc, voilà, les personnes sont vraiment à leur rythme. Ça, c'est voilà, il y a pas l'effet groupe qui vient ou ça va trop vite ou ça va trop lentement. Donc ça, oui, c'est bien parce que le respect du rythme, il est essentiel aussi. Hein. Oui, tout à fait. D'accord.
Alors, au niveau toujours accompagnement, moi j'aime bien dire que chaque accompagnateur a un peu sa marque de fabrique, son style, sa manière de faire, etc. Si je vous posais la question à vous, quelle est votre marque de fabrique en tant qu'accompagnatrice? Euh, Alors, ça a trait notamment avec ma capacité à beaucoup utiliser l'humour dans l'accompagnement et notamment parfois à utiliser le mime ou la théâtralisation pour les aider à visualiser qu'il leur manque des étapes, en fait. Voilà. Donc des fois, je suis la petite fée qui bondit d'un endroit à l'autre. Ils me disent, bah non, entre deux, j'ai fait autre chose. Ah bah oui, mais ce n'est pas écrit. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que souvent, je vais les chercher un peu là-dessus, sur le petit côté un peu théâtre pour qu'ils arrivent à se rendre compte voilà qu'il peut manquer des éléments et que le jury peut pas en fait s'imaginer comment ils font si en fait ils ont zappé des étapes. Et Oui. je le fais beaucoup plus avec les aides-soignantes qui pour le coup doivent décrire des gestes techniques de manière très précise. Et donc c'est vrai que voilà avec les aides-soignantes je le fais beaucoup. Ce qui permet aussi de dédramatiser parce que c'est vrai que lorsque lorsqu'elles se rendent compte qu'il manque des étapes, des fois, comme c'est leur quotidien et que pour elles, c'est une évidence, en fait, que bah oui, c'est évident que je communique avec mon patient pendant que je lui fais un soin. Bah oui, sauf que là, en fait, vous l'avez traité comme une poupée dans votre écrit, voilà. Et bah du coup, le fait de le faire en plaisantant et en faisant des petites scènes de théâtre, du coup, voilà, elles arrivent à mieux l'accepter et à se dire bah oui, bien sûr, bah oui, il faut que je l'écrive. Donc c'est bien, ça permet d'accepter aussi plus facilement parfois, surtout quand il y a beaucoup de remarques. Voilà, quand il y a Oui. beaucoup de choses à faire remonter, de pouvoir utiliser l'humour, c'est bien. Et alors, si on faisait parler un ancien de vos candidats, quel souvenir est-ce qu'il aurait ou quel souvenir est-ce que vous aimeriez qu'il garde? Alors, jusqu'à maintenant, quand j'ai fait des retours avec les candidats, ce qui est surtout revenu, c'était le fait que pour eux, j'étais vraiment très disponible. Voilà. Oui. Ce qui m'a obligé aussi moi à me recadrer un peu parce que je pouvais, si je recevais un écrit à 22 heures, ça m'arrivait d'aller relire et me dire alors attends, je vais lui faire un retour maintenant. Donc il a fallu que moi je me recadre un peu aussi. Mais oui, je suis disponible. Je leur dis toujours, de toute façon, quand vous m'écrivez, en général, en 24-48 heures, je vous réponds. Voilà, donc parce que je sais que bah ce que je disais, à un moment donné, il faut aussi qu'ils arrivent à organiser leur vie, donc vie personnelle, vie professionnelle, plus la VAE à côté. Donc, s'ils m'écrivent sur un jour où ils savent qu'ils ont du temps pour écrire, mais que je mets 72 heures à répondre, voilà, eux, ils disent, bah mince, du coup, j'ai pas ma réponse tout de suite. Donc, c'est vrai que j'essaie autant que possible d'être vraiment disponible. Donc ça, et puis ce qu'on me renvoie aussi, c'est qu'il y a vraiment une sensation pour eux d'être face à une professionnelle qui traite d'égal à égal avec eux. Oui. Voilà. Donc ça c'est et ça pour le coup, ouais, je suis contente qu'ils me renvoient ça parce que je voudrais pas être perçue comme quelqu'un qui serait supérieur et qui sait. Voilà. Mm. Moi, c'est toujours ce que je leur dis. Je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce que vous vivez. Vous devez m'expliquer, vous devez partager ça avec moi pour que je comprenne comment vous travaillez. Mais voilà, j'arrive pas en sachante. Voilà, je suis pas une experte, je suis pas voilà. Et puis à mon niveau à moi, ce que j'ai envie qu'ils retiennent, c'est qu'on a fait un bout de chemin ensemble et que ensemble, en fait, on a donné vie à un projet. Oui. C'est de se dire voilà, ensemble on a fait ça et c'était chouette parce qu'on a, même s'il y a eu des aléas, des moments difficiles, c'était chouette, c'était un partage, c'était des échanges et ça a donné corps en fait à leur envie, à leur projet. D'accord. Et alors, quand vous voyez un candidat arriver au bout de son parcours VAE, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Déjà qu'ils soient allés au bout. Oui.
qu'ils soient allés au bout parce que c'est un tel investissement. Enfin, il y a des moments où ils mettent leur vie entre parenthèses. Hein. Moi, j'ai eu une candidate par exemple qui m'a dit voilà, moi je veux faire une VAE d'EduxP. J'ai arrêté, donc elle avait un CDI, je crois. Elle a arrêté son CDI, elle n'a fait que de l'intérim. Voilà, parce qu'elle dit je voulais pouvoir prendre l'émission en fonction des rendez-vous qu'on aurait, du travail que j'aurais à fournir en intercession. Enfin, alors c'était pas la seule raison pour laquelle elle a arrêté le CDI, hein, c'est aussi parce que c'est une structure où elle ne s'y plaisait plus. Mais il n'empêche que ça veut dire qu'à un moment donné, ils mettent potentiellement des pans de leur vie entre parenthèses. Donc bah oui, de se dire ils sont allés au bout, ils ont écrit ce livret, et si en plus ils décrochent le diplôme, alors là. Ah, quand c'est ça, je suis hyper contente pour eux. Je dirais pas que c'est de la fierté, parce que, alors, autant quand il y a des échecs ou des demi-réussites, je me dis toujours, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai oublié, où est-ce que ça a pas été. Autant quand ils réussissent, je me dis bah c'est génial parce qu'ils avaient un super parcours, ils ont su expliquer, et pour le coup, j'ai pas la sensation de le vivre comme si c'était ma réussite à moi. Pour moi, c'est vraiment leur réussite et pour le coup, c'est presque mieux que si c'était ma réussite à moi. Ouais, je suis hyper contente, voilà, quand ils arrivent au bout, qu'ils sont contents de l'accompagnement qu'ils ont eu aussi. Parce que ça m'est arrivé d'échanger avec des personnes qui disaient bah moi j'avais déjà fait une VAE, mais l'accompagnement ça s'est pas bien passé, je me sentais pas bien avec la personne, voilà, quand ils sont capables de me dire spontanément bah c'était bien avec vous, voilà, ça c'est chouette. Ouais. Donc ce fameux syndrome de l'imposteur existe aussi pour l'accompagnateur. Et ben pour le coup, je l'ai découvert. J'avais pas la sensation quand j'ai été pendant mes 20 années d'EduxP, c'est pas quelque chose que j'ai eu la sensation de traverser. Depuis que je suis formatrice et donc accompagnatrice, oui, j'avoue, ça me traverse un peu trop souvent à mon goût. Mais oui, parce que ouais, c'est vrai que je me demande toujours si j'ai fait suffisamment, si j'ai proposé assez d'outils, voilà, si j'ai su comprendre à un moment donné ce dont ils avaient besoin. Oui, il y a des moments où je doute. Donc on peut aussi se servir de ça pour mieux comprendre les candidats et les différentes phases qu'ils traversent. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément pendant tout le parcours. Alors même, pourtant je leur dis, je dis mais vous avez obtenu votre faisabilité. Ça veut dire quand même que le certificateur est venu dire que oui, ce que vous faites sur le terrain correspond à ce qu'on attend dans ce diplôme. Mais c'est vrai que il y en a plein qui passent par cette phase-là en se demandant s'ils font assez, si c'est assez, si vraiment ça correspond, s'ils sont compétents. Et tout ce travail de réassurance, c'est aussi une part du travail d'accompagnateur dont on n'a pas forcément conscience au début quand on commence. C'est quelque chose, alors rapidement, dès les 3-4 premiers candidats, on se dit tiens, il y avait une petite phase que j'avais pas perçue avant. Mais oui, ils sont nombreux à être traversés par ça. Oui, tout à fait. Et puis quand ils arrivent au bout et qu'ils relisent leur livret, ils sont fiers. Ah ouais, de dire waouh, j'ai écrit tout ça quoi. Oui, vous avez écrit tout ça. Et c'est vraiment ce que vous faites sur le terrain. Donc oui, c'est ça. Ok. Donc là, on voit bien que ça les rassure pour l'oral quand même, mine de rien, d'avoir réussi à aller au bout de ce livret, d'avoir pu analyser, d'avoir été poussé dans leur réflexion. Oui. D'accord. Alors, imaginons qu'un candidat écoute cet épisode de podcast et que actuellement il vit une phase un peu de découragement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ou elle entende? Eh ben, c'est de se dire que il faut persévérer, parce qu'en fait, sans persévérance, mais en fait, on ferait jamais rien. On se rend pas forcément compte, mais quand on était tout petit, au début, on savait pas marcher, on savait pas manger tout seul, on savait pas parler, et c'est bien la persévérance en fait qui fait qu'à un moment donné, on est des adultes qui sont capables de se déplacer d'un endroit à l'autre, de parler, d'échanger, de manger tout seul, de boire tout seul. Donc c'est vraiment ça, la persévérance, de dire oui, ok, on peut se dire bon, là j'ai une phase de découragement. J'accepte qu'elle soit là, mais je vais pas stagner dans ma phase de découragement. Voilà, c'est pas. Moi, je dis toujours, c'est vrai que
c'est quelque chose que j'avais plutôt échangé quand je travaille en formation sur tout ce qui est de l'ordre de l'angoisse ou de la colère. Je dis oui, il y a une petite partie de vous qui ressent ça, mais ce n'est pas l'ensemble. C'est-à-dire qu'à côté de ça, vous pouvez très bien être aussi très content de travailler avec ces collègues-là, très attaché affectivement à telle ou telle personne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a pas que la colère ou la peur, il y a aussi l'amour à côté, il y a aussi la joie à côté, et voilà. Et c'est de se dire que même si j'ai l'impression que ça prend toute la place, ce découragement, il y a aussi plein d'autres belles choses à côté, et que bon, ok, d'accord, je suis traversée par du découragement, mais ça me traverse, quoi. Voilà, c'est bon. Oups, ok, d'accord, c'est là, j'en tiens compte, je me pose, je relâche, je décompresse, et après je m'y remets, quoi. Voilà, je persévère, je lâche pas l'affaire. Oui. Toujours voir le côté positif, même si Oui. des phases négatives sont possibles. Oui, mais c'est vrai que c'est pas agréable ces phases de découragement, et des fois on se demande si on va en sortir, mais le fait est qu'on en sort en fait de ces phases de découragement. Mais encore faut-il l'accueillir pour de vrai, se dire ok, elle est là, voilà, je la vois, mais ce n'est pas que ça. Il n'y a pas que ça en fait. D'accord. Ben, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup. Ben merci Anne Bérangère. Ce que je retiens particulièrement de cet échange avec Sandrine, c'est cette idée essentielle. Accompagner, ce n'est jamais appliquer une méthode standard. C'est rencontrer une personne dans toute sa singularité, avec son histoire, son rapport à l'écriture, son rythme, ses freins parfois, ses ressources aussi. Notre échange rappelle qu'un accompagnement de qualité repose avant tout sur cette capacité d'ajustement. Nous avons aussi évoqué les complémentarités entre accompagnement individuel et collectif. L'un permet un travail très ciblé, très personnalisé. L'autre ouvre des espaces de partage, de réassurance et de mise en perspective. J'ai également été particulièrement touchée par la manière dont Sandrine parle du découragement, comme d'une émotion à accueillir, à reconnaître, sans lui laisser toute la place. C'est une idée précieuse. Dans un parcours VAE, douter ne signifie pas échouer. Cela fait partie du chemin. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez partager votre expérience, me proposer de futurs thèmes ou me contacter si vous souhaitez témoigner dans le podcast. Le lien est en description. Merci pour votre écoute. La VAE, c'est avancer à son rythme, sans jamais perdre de vue le chemin parcouru.